Et on va donc passer à la dernière intervention de l'après-midi avant le temps d'échange. Donc une intervention qui va être faite à deux voix par Grégoire Gauthier du Parc national des Cévennes et Nicolas Debève de Réserve naturelle de France sur les placettes forestières permanentes et en particulier celle du Parc national des Cévennes. Bonjour à tous. Donc effectivement une intervention à deux voix. Donc Grégoire Gauthier, c'est moi. Nicolas Debève des Réserves naturelles de France, c'est lui. Et donc il parle après moi. Donc quelques mots sur les réserves, les forêts en libre évolution du Parc national des Cévennes, qui sont, comme d'autres écosystèmes qui vous ont été présentés dans l'après-midi, des espaces de référence, parce que sans intervention de gestion forestière. Donc déjà le Parc national des Cévennes, bon vous le savez sûrement, sa spécificité c'est que c'est un parc de moyenne montagne, il se trouve ici dans le sud du Massif central. Et donc si on regarde plus dans le détail, il a des altitudes pas énormes, c'est pas comme la Guyane mais presque, donc ça part de 300 mètres jusqu'à 1700 mètres ici sur les crêtes du Mont Lozère, à cheval sur les départements de la Lozère et du Gard. Donc suite à la phase d'adhésion, voilà son périmètre définitif, enfin définitif en tout cas, qui résulte de l'adhésion, avec le cœur, la zone la plus foncée, et l'aire d'adhésion, c'est la zone jaune que vous voyez ici. Voilà. Donc parmi les 145 communes auxquelles il a été proposé d'adhérer, il y en a 110 qui ont adhéré. Bon, c'est quand même pas si mal. Et les chiffres que je vais vous présenter par la suite, c'est finalement les chiffres sur l'ensemble du territoire d'études qu'on a pris pour la charte, donc celui des 145 communes, puisque n'en doutant pas, elles adhéreront toutes d'ici 2 ou 3 ans. Voilà. Donc quelques mots sur les forêts du Parc national des Cévennes. Donc déjà, elles sont très présentes, hein, puisque le territoire est couvert à plus de 70% par des forêts. Cela étant dit, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces forêts sont jeunes. Ce que vous avez devant les yeux, c'est une carte d'état-major qui date de 1850. Et donc on a digitalisé la surface forestière sur l'ensemble de cette carte, sur l'ensemble du parc. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand on la compare avec la carte actuelle, la forêt aujourd'hui occupe une place beaucoup plus importante. Et si on fait cette analyse à l'échelle de l'ensemble du parc, il y a eu une multiplication énorme de la surface forestière qui est passée de 13% du territoire à 70% aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est vraiment une mutation énorme de l'espace, qui est un espace vraiment de déprise rurale et agricole. D'ailleurs, comme toute la bordure sud du Massif central, hein, qui est d'ailleurs la zone de plus forte déprise agricole de toute l'Europe. Cela étant dit, on a quand même de très belles forêts qui sont à la fois des forêts anciennes, c'est-à-dire sur lesquelles il y a continuité de l'état boisé, et matures avec de très vieux arbres, tels qu'on les voit ici. Donc une très vieille sapinière du sommet du Mont Lozère, ou là, une très vieille hêtraie du sommet de l'Égual. Merci à Olivier Vinet qui est dans la salle pour les photos. Donc, comme tous les autres parcs, on a essayé de mettre en place des réserves intégrales. C'est le mot qui revient souvent, vous l'avez vu ici. Bon, je dois vous avouer que quand on est allé présenter le concept de réserve intégrale devant les élus et les habitants du territoire, on s'est fait un peu recevoir, quoi. Déjà, réserve, ils croyaient qu'on allait les enfermer comme des Indiens, mais réserve intégrale, c'était des Indiens avec des plumes. Donc, on leur a dit, ok, pas réserve intégrale, forêt en libre évolution, ça vous va? Ouais, ça nous va, c'est mieux. Et donc, on a identifié toutes les forêts qui nous semblaient les plus intéressantes à protéger et à soustraire de la gestion forestière, de toute coupe. Et au fur et à mesure, après 4, 5, 6, 7, 8 réunions, on a réussi à avoir une carte consensuelle, donc qui parle sur l'ensemble des forêts du parc, représente 9584 hectares de forêts qui sont identifiées comme à vocation de libre évolution. Et cette carte-là, elle est inscrite dans la carte d'évocation de la charte qui est approuvée par décret en Conseil d'État, donc elle a une valeur très forte. Donc cela étant dit, c'est pas parce qu'elles sont identifiées dans la charte que la libre évolution est actée et imposée dès aujourd'hui, puisque il y en a beaucoup qui sont par exemple en aire d'adhésion, là, donc c'est pas quelque chose qui s'impose du point de vue réglementaire, c'est un objectif qu'on doit atteindre à 15 ans. Donc où on en est aujourd'hui? Il y en a, si on fait la compilation de tous les documents de gestion, les aménagements forestiers des forêts publiques, les plans simples de gestion, il y en a environ 3000 qui sont déjà identifiés comme sans gestion forestière active dans les documents de gestion. Ensuite, il y en a plus de 1000 hectares qui font l'objet d'un projet de classement avec la non-intervention définitive par l'ONF, donc notamment les réserves biologiques intégrales de l'ONF. Et 415 hectares qui ont été acquis par le parc, donc des forêts privées acquises par le Parc national des Cévennes, l'établissement public, pour atteindre cet objectif de libre évolution.
Voilà, donc en fait, au sein des 9500 hectares, il y en a 1500 pour lesquels la vocation est acquise pour le long terme. Et du coup, on va essayer de progresser par voie de convention ou par différentes acquisitions et faire monter le curseur, espérons-le, à terme, jusqu'à 7, 8, voire 9000 hectares. En complément de ces grands massifs forestiers qui sont laissés en libre évolution, depuis les années 80, on a mis en place avec l'Office national des forêts, grâce à un partenariat de très bonne qualité, je le souligne, un réseau d'îlots de sénescence sur l'ensemble des forêts domaniales. Donc les forêts domaniales, c'est le vert clair sur cette carte-là. Et donc un ensemble de 354 îlots de sénescence. Donc je souligne sénescence, c'est pas confondre avec les îlots de vieillissement. Un îlot de sénescence, c'est une petite surface forestière de 1 à 7 hectares chez nous, sur lesquels on arrête toute intervention forestière à jamais. Voilà. Et donc ces 354 îlots de sénescence, ils couvrent aujourd'hui 1250 hectares. Et ça, c'est assez inédit dans le monde de la gestion forestière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent en place des îlots de vieillissement, de sénescence au niveau national. Cela étant dit, au Parc national des Cévennes, ce réseau, il date des années 85. C'est peut-être le premier endroit, je pense, en France où il en a été mis. Ça a été fait au départ pour le grand tétra, maintenant ça sert à toute autre chose. Donc voilà. Et du coup, il y a des îlots qui ont maintenant 35 ans, et ils commencent à avoir quelques années. Donc, pour suivre toutes ces forêts dont la vocation de libre évolution est actée, on a mis en place une série de placettes où on suit l'évolution de l'écosystème forestier, et donc un total de 680 placettes PSDRF. Mais une placette PSDRF, c'est quoi, Nicolas ? Alors, je vais prendre ça aussi. Alors, une placette PSDRF, qu'est-ce que c'est que encore cet acronyme compliqué? PSDRF pour protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières. Certains le connaissent sous le nom de protocole naturalité, protocole réserve, protocole bois mort, protocole il y en a eu d'autres, protocole MED aussi, puisque c'est un protocole qui a été lancé à l'initiative du ministère de l'écologie. Alors c'est aussi un protocole qui est partagé par l'ensemble des espaces naturels protégés, majoritairement les réserves biologiques et les réserves naturelles, pour lesquelles ce protocole a été créé en 2005 par un groupement, notamment avec AgroParisTech, RNF, l'ONF, mais également l'IGN et donc le MED. Un protocole qui est basé sur des placettes permanentes qui sont constituées de placettes géométriques ou de placettes à géométrie variable. Donc vous voyez que la placette, elle est aussi compliquée que son nom, où on va mesurer tous les arbres sur une placette, qu'ils soient morts, vivants, au sol, debout. Mais c'est pas uniquement ce qu'on va mesurer. On va également mesurer des micro-habitats. On voit d'ailleurs encore une photo d'Olivier Vinet. Je pense qu'il a dû payer pour avoir sa photo sur cette présentation. L'ensemble de ces placettes sont situées sur des mailles sur des mailles carrées systématiques qui peuvent soit être mis en place sur l'ensemble d'une réserve ou de la forêt d'une réserve, soit sur certains espaces comme les îlots de sénescence du parc national. Et chacun des arbres sont géolocalisés sur la placette par leur azimut et la distance, ce qui permet 10 ans plus tard d'aller les remesurer spécifiquement ces arbres-là. Ce que j'ai oublié de dire avant de passer à la diapo suivante, c'est que donc les objectifs, au-delà de l'aspect description initiale de ce protocole, c'est bien l'intérêt de l'étude de la dynamique qui est au centre de ce suivi, puisque dès lors que les placettes auront été remesurées, c'est-à-dire à peu près tous les 10 ans, plus ou moins, on obtiendra des informations assez inédites sur les taux d'accroissement du bois, mais aussi sur les flux de bois mort, sur les taux d'apparition des micro-habitats, ce genre de choses, ce qui permettra aux gestionnaires de pouvoir adapter la gestion lorsqu'il est sur un espace dans une matrice exploitée, et puis simplement de suivre son îlot de sénescence ou sa réserve intégrale. Alors pourquoi RNF aussi présente en partie fait cette présentation, c'est puisque ce protocole est coordonné par le biais d'un partenariat fort avec l'ONF et RNF depuis 2008, et il apporte en fait aux gestionnaires un accompagnement complet de la stratégie d'échantillonnage jusqu'au rapportage par notamment des carnets d'analyse automatique. Il est mis à l'heure actuelle sur une centaine de sites, dont 65 réserves biologiques, 35 réserves naturelles
naturelle et dominante forestière, et puis une quinzaine de sites, dont les parcs nationaux. On peut citer l'Orgère en Vanoise, la réserve intégrale du Lovitel dans les Écrins, et puis donc certains sites dans le parc des Cévennes. Et donc ça correspond à environ 9000 placettes sur le territoire national, recouvrant 40 000 hectares, et presque la quasi-totalité des habitats forestiers sont échantillonnés via ce protocole. Et je repasse la parole à Grégoire. Et donc, si on regarde plus concrètement ce que peuvent donner l'exploitation des résultats de ces placettes à l'échelle, là, par exemple, d'un des massifs forestiers, une des réserves du territoire, c'est plutôt un réseau d'îlots de sénescence, là, d'une des forêts domaniales du territoire, la forêt du Baugès. Mais on peut sortir toute une série de graphes, donc je vais pas vous détailler parce que c'est joli, mais voilà. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a plein de couleurs. Le fait qu'il y ait plein de couleurs, ça veut dire qu'il y a plein d'espèces forestières différentes, du sapin, du hêtre, de l'épicéa, du pin, qu'il y a plein de diamètres différents d'arbres et des nombres de tiges très variés. Et donc c'est en gros une des caractéristiques des forêts du Parc national des Cévennes, c'est qu'elles sont très variées. Et le réseau d'îlots de sénescence et le réseau de forêts en libre évolution, il a, si vous voulez, une très grande diversité, tant par la taille des îlots, qui va de 1 à 7 hectares avec beaucoup de répétitions dans chaque catégorie de taille, que par le type de peuplement, que par l'âge de l'îlot. Et du coup, c'est un super réseau pour faire plein de projets de recherche. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et au-delà de ça, on peut sortir plein de résultats aussi, autres que simplement le suivi des arbres, leur taille et éventuellement leur dépérissement. Qu'on peut sortir aussi beaucoup de résultats, du coup, sur la qualité de ces arbres en tant que accueil pour la biodiversité, les fameux dendro-micro-habitats. Est-ce qu'il y a des fentes? Est-ce qu'il y a des lichens? Est-ce qu'il y a des cavités? Est-ce qu'il y a des branches mortes? Est-ce qu'il y a des mousses? Ça fait partie des choses aussi expertisées dans le protocole et du coup qui ont été relevées sur les 9000 placettes au niveau national et 680 au niveau du Parc national des Cévennes. Donc tout ça, le but c'est de repasser maintenant à échéance régulière, dans 10 ans, dans 20 ans, puisque le propre des sites de référence c'est qu'il faut les suivre dans la durée. Et donc espérons que dans 10 ans maintenant, on aura des résultats très intéressants sur la qualité de ces sites de référence, mais aussi sur le rôle que peuvent avoir les changements globaux sur eux. Voilà. Peut-être, si vous voulez, le mieux c'est peut-être de passer des questions. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que il y avait déjà beaucoup de projets de recherche qui étaient... voilà. Beaucoup de projets de recherche qui utilisent ce réseau au niveau national, le projet avec l'IRSTEA, gestion de naturalité, biodiversité, qui compare des forêts gérées, non gérées, des thèses qui sont en train de se faire avec l'INRA sur ces fameux dendro-micro-habitats, et aussi des intérêts du CNRS sur ces placettes pour le suivi du changement climatique. Et donc je pense que vraiment, comme c'est un réseau qui est malgré tout jeune, une douzaine d'années, il a vraiment du potentiel pour continuer à accueillir des projets au niveau national ou local, comme on le voit ici sur le Parc national des Cévennes. Merci de votre attention. Vous avez très bien respecté le timing, il reste 2 minutes, donc 2 questions, est-ce qu'on a dans la salle? Tout en haut. Oui, mais je vais parler fort, ça t'évitera de monter. Moi j'ai une question un peu qui va avec tous les autres réseaux, c'est comment est envisagée la restitution globale justement pour comparer ces différents sites en fonction des différents types de forêts, des différentes périodes d'abandon, parce qu'on voit bien qu'on est sur des typologies qui sont quand même variables. Bon, déjà, on vient aujourd'hui faire une restitution. Et ensuite, c'est justement pour ça que c'est intéressant, je pense, d'intégrer le réseau national. Donc, les 680 placettes du parc, par exemple, là, elles vont pouvoir être comparées avec les 8320 qui restent, voilà, qui ont été faites au niveau national. Autre chose, c'est que sur le réseau d'îlots de sénescence, on est en train de travailler avec l'ONF, justement, à une compilation de toutes les données pour faire une publication, parce que c'est un peu inédit d'appliquer ce protocole à des îlots plutôt qu'à des massifs forestiers. Et très clairement, je pense que avec la structuration et le travail de Nicolas, on va pouvoir sortir régulièrement des interfaces qui permettent de présenter les résultats et enfin, peut-être. Oui, pour compléter rapidement la réponse de Grégoire, c'est vrai qu'au début, l'objectif, c'était déjà de pouvoir finaliser des outils automatisés d'analyse par site.
Et c'est vrai que comme RNF ni ONF ne sommes pas vraiment organismes de recherche, il n'y a pas eu de résultats globalisés, synthétisés à l'échelle nationale. Alors pour deux raisons, le manque de temps, mais aussi souvent le manque d'informations. C'est-à-dire qu'à la placette, la date de dernière exploitation ou alors l'habitat naturel, on l'a sur moins de la moitié des sites, puisque c'était quelque chose qui n'était pas demandé au préalable. Et puis, pour compléter encore, il y a un séminaire de restitution globale d'application de ce protocole qui est prévu fin d'année 2016, début d'année 2017, et qui réunira l'ensemble des gestionnaires, qu'ils soient de parcs, de réserves naturelles ou de réserves biologiques, pour notamment avoir des retours d'expérience des gestionnaires sur l'utilisation de ces placettes comme support d'inventaire, mais également pour préparer la deuxième campagne d'échantillonnage qui a démarré là en 2015 et pour laquelle certaines réserves sont en train de travailler. Voilà. Si ça répond à ta question. Oui, j'aimerais savoir le lien avec Natura 2000. Vous avez pu obtenir des contrats Natura 2000, par exemple, pour ces îlots de sénescence ou pas? En fait, on a fait quelques contrats Natura 2000 îlots sur des sites privés, mais les contrats Natura 2000 identifiaient des arbres. Tu vois, en fait, c'est un forfait à l'arbre, pour l'arbre non coupé. Et du coup, transformer ça en une mesure surfacique à l'échelle de l'îlot, c'est ça qui était un peu... bon, on a un peu tordu le système pour y arriver quand même, mais malgré tout, c'est pas vraiment commode, le cahier des charges, pour passer d'une mesure à l'arbre, parce que c'est comme ça qu'est calculé le forfait et la rémunération du contrat, à une mesure surfacique. On a un petit peu biaisé, mais voilà. Donc principalement, les données que vous voyez là, c'est en fait des données liées à des forêts publiques. Et c'est pour ça que la forte implication de l'Office national des forêts dans le dispositif, c'est une clé pour arriver aux résultats qu'on a pu vous présenter. Voilà. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'un des principaux acteurs de tout ce qui s'est fait là, c'est Olivier Vinet, qui est au fond de la salle là-bas. Donc si vous voulez, dans les discussions de couloir, discuter de ça, vous pouvez aussi aller le voir, parce qu'il travaille à l'Office national des forêts, notamment sur ce sujet.